Bon, bah, bonjour à tous. On va commencer la réunion sur la présentation du compte carbone par l'Institut du compte carbone avec Armel Prieur qui est co-animateur de cet institut. Et donc, ça nous a paru intéressant à Virage Énergie Climat de faire une réunion là-dessus parce que, en fait, dans nos travaux sur les scénarios de transition énergétique, on a pas souvent l'occasion d'aborder des problèmes vraiment concrets, donc de méthodes qui permettraient de faire vraiment baisser les émissions de gaz à effet de serre en dehors, je dirais, enfin, disons, l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables. Bon, la sobriété, on en parle beaucoup, mais avec finalement assez peu d'outils en ligne. Donc, ça nous a paru intéressant de demander à l'Institut du compte carbone de présenter ce type d'outils qui est déjà, je dirais, depuis quelques années dans les, dans les starting blocks, et qui pour l'instant n'a pas encore trouvé d'application, mais c'est peut-être une voie prometteuse pour vraiment embrayer une dynamique de réduction des gaz à effet de serre. Donc, je vais céder la parole à Armel Prieur, qui va donc vous présenter ce, ce compte carbone. Donc au début, je parle avec le son de l'ordinateur, mais tout à l'heure, économie et histoire convergent en 2023. Il y a non seulement des inondations et des périls climatiques partout dans le monde, mais aussi le GIEC nous rappelle que la Terre devient inhabitable sous l'effet des gaz à effet de serre produits par l'homme. Et en plus, en 2023, on a la guerre. C'est ce qu'on appelle les gaz à effet de guerre, puisque là, la fourniture de gaz russe nous apporte aussi des misères. Réduire de 80% nos émissions, y compris ce que nous importons. Il faut donc passer de 610 millions de tonnes de CO2 par an en France à moins de 100 en 2050. C'est impossible? Mais si, c'est possible. Par le comptage limitatif que nous proposons, ce qu'on appelle le compte carbone, avec deux points clés. C'est ce qui est enregistré, ça. Les points clés sont que c'est progressif, avec un quota qui décroît de 6% chaque année, et que ça oblige les entreprises à décarboner. L'effet levier. Pensez à ce que je vous explique, l'effet levier. L'avantage social, c'est que c'est gratuit pour le consommateur. C'est un avantage de liberté, c'est-à-dire que chacun choisit. Certains vont plutôt choisir de prendre ou de ne pas changer de vêtements, d'acheter des vêtements d'occasion ou de ne pas faire de voyage, de déplacement. Donc, on fait ce qui nous plaît. Et avantage pour les entreprises, mais ça donne un coup d'avance sur les concurrents. Et là, je vais faire circuler un petit papier aussi, si vous voulez. Ça, c'est ce qu'on propose aux entreprises qui veulent nous soutenir. On leur offre 5 tonnes de CO2, moyennant un don de 1 000 euros, qui est défiscalisable, c'est-à-dire qu'après réduction fiscale, ça leur coûte 8. Le 1 000 euros, ça leur coûte 400. Et donc, avec ces 5 tonnes, on leur garantit, si on le met en place, qu'on aura. On vend la peau de l'ours, en quelque sorte, mais on essaye de mettre en place cette affaire-là, et c'est le moyen aussi de financer la communication. Le petit papier, là. Tu vois, j'explique pour ceux qui sont en ligne que pour financer le mouvement et sa communication, on fait appel aux entreprises sponsors, on pourrait dire, en leur offrant d'un côté 5000 kilos de CO2 qui pourront mettre tâche de carbone pour le futur, et en contrepartie de 1 000 euros qu'ils nous apportent pour financer la communication. Et ces 1 000 euros qui étant déductibles, ça leur coûte 400. Et donc la tonne leur coûte 80 euros la tonne de CO2, ce qui est le prix de marché. Non, maintenant, on a eu pas mal d'entreprises qui ont donné leur contribution. Comment on fait pour demander de l'argent aux sponsors? On leur dit, on va vous offrir en même temps un, un, un crédit de 5000 kg de CO2, comme c'est sur la photo. Oui, 5000 kg. Donc ce crédit, quand l'agence carbone sera mise en place.
Mais c'était juste pour parler de l'avance que ça leur donne. Les entreprises qui vont se mettre en place avec le compte carbone en France ont l'avantage par rapport aux concurrents étrangers. Et ça permet une relocalisation pour freiner le transport, parce que la principale cause de gaz à effet de serre, c'est quand même le transport dans le monde entier. Et j'ai rajouté le petit slogan de C'est qui le patron pour dire que la liberté pour chacun, c'est qu'on choisit ce sur quoi on va faire des réductions de carbone. Et certains vont aller dans un sens ou dans l'autre. Alors, je vais quand même revenir sur l'effet de levier que je n'ai pas expliqué. C'est qu'est-ce qui va faire réussir le compte carbone de réduire d'aujourd'hui 610 millions de tonnes à moins de 150 en l'an 2050? C'est l'effet levier. Parce que les entreprises vont voir que leur étiquetage dans les magasins, elles vont voir aussi l'étiquetage des concurrents. Vous êtes un fabricant de pantalons. Vous faites le pantalon à 23 kg, c'est la moyenne nationale. 23 kg, c'est l'ADEME qui nous dit ça. Et vous avez une entreprise 1083 qui se trouve à Romans et qui fait des pantalons à 20 kg au lieu de 23. Attention, je vais perdre ma clientèle si j'ai des concurrents qui font des produits moins carbonés. Donc ça m'oblige, moi, en tant qu'entreprise, à aller chercher, essayer de le faire à 18 kg. Réduire les voitures de fonction, réduire les séminaires et Ibiza, tout ce qui coûte du carbone dans l'entreprise de façon un peu masquée aujourd'hui, ça va être mis en évidence. Aujourd'hui, dans les entreprises, vous avez des gens qui sont des cost killers. Demain, c'est des carbone killers qui vont être en place. Parce qu'il va falloir réduire le carbone. Et vous avez des entreprises, des mouvements actuellement qui sont en train de travailler sur le contenu carbone. Vous avez T-Carbone qui fait l'évaluation du ticket de carbone. Et vous avez aussi Carbone sur facture qui est en train de développer une démarche. Une question. Ah bah oui. Pas seulement, voilà. Donc, en fait, on augmente un peu l'élément de choix du client, d'une part par son prix et d'autre part par son… Donc, si vous voulez rester concurrentiel, non seulement il faudra faire des produits pas trop chers, mais il faudra faire aussi des produits qui soient décarbonés. Parce que, alors ça va dépendre des clients. Les plus sobres comme nous, on sera peut-être moins sensible à la question carbonée, mais c'est 100% des consommateurs qui vont avoir l'étiquetage. Donc, les commerçants, les entreprises, les fabricants vont aller vers cette recherche. Bien sûr qu'il ne faut pas non plus multiplier les prix, hein, mais peut-être qu'ils vont s'y retrouver parce qu'en fabriquant sur place, en ayant des filières courtes, en ayant, tout à l'heure, il y a la map, là, les maps, ils font des produits qui sont extrêmement décarbonés d'une part et qui sont même moins chers parce qu'ils n'ont pas d'intermédiaire. Donc, c'est peut-être une nouvelle économie qui est en train de se développer. Ouais. Donc, je voulais vous expliquer cet effet levier qui est on estime le point clé, au point que en 2053, vous serez à 1,5 tonne. On sera tous à 1,5 tonne, il n'y a pas de doute. Mais on estime que le confort des 1,5 tonne par personne et par an sera assez similaire aux 5 tonnes d'aujourd'hui, à la moitié de la moyenne. Parce que les entreprises auront réduit le carbone de leurs vêtements, de leurs machines, de leur mode de transport, de leur alimentation. Vous savez, faire de la viande de pâturage déjà apporte moitié moins de carbone que si vous faites venir des farines et du soja de l'autre bout du monde, et pour les bâtiments industriels. Et donc, il y a une évolution de l'économie qui va vers ce point-là. Je continue le petit PowerPoint. Je vous ai montré les avantages du coup d'avance, et c'est qui le patron, mais qui c'est qui perd? Eh bien, il y a quand même des perdants dans l'affaire. Les ultra-riches vont y perdre, et les multinationales vont y perdre, parce que le marché va se renationaliser. Moins de transport, quoi. Moins de transport pour réussir le carbone. Et pas de planète B, mais nous avons un plan B. Et vous trouvez sur ces liens-là, que je vais copier aux amis. Ah oui, pour les consommateurs, il y a un petit film et vous allez pouvoir aller les voir en ligne chez vous. Et là, on a montré aussi que nous avons, avec notre réseau des comités carbone, des comités locaux, un certain nombre d'amis et de soutiens qui sont déjà en place dans les différents éléments. J'ai oublié de mentionner Lorient, puisqu'on a développé un groupe de Lorient il n'y a pas très longtemps. Les Français sont gagnants avec 9000 kg de CO2. Donc,
on estime que si on fait un référendum, de demander aux gens s'ils sont d'accord pour avoir une dotation gratuite de 9000 kg de CO2 pour sauver l'habitabilité de la Terre, pour que la Terre reste habitable, on estime que 65% des Français devraient répondre favorablement. Donc, c'est les consommateurs qui vont imposer une démarche de permis carbone comme on le propose, et ensuite les entreprises vont s'adapter. Et les ultra-riches qui sont minoritaires, dans un référendum, ils ne gagnent pas le référendum. Ils peuvent jouer sur les médias, ils peuvent jouer sur un tas de filons qu'ils ont. Mais ça, si on explique bien la question aux gens, et si on démarre par un débat public large, tel qu'on est en train de le lancer, je donne encore une autre information. À partir d'aujourd'hui, le Sénat héberge une pétition que nous avons lancée avec Pierre Calam pour demander qu'on mette en place un vrai grand débat national partant des régions et des territoires pour définir si on veut une taxe carbone ou si on veut une dotation carbone comme on le propose. Je dirais un mot quand même de la taxe carbone, dont on sait qu'elle est antisociale, parce que le coût des taxes est bien plus fort pour les gens modestes que pour les gens riches. Donc c'est antisocial. Mais on sait depuis cette année que la taxe carbone est également inefficace. Alors ça surprend les économistes. Ils n'ont pas de réponse à ça. Pourquoi c'est inefficace? La Suède l'a mis en place depuis 1991. Ils l'ont bien géré, bien adapté. Il n'y a pas eu de gilet jaune chez eux. Tout s'est bien passé. Sauf que l'empreinte climatique de la Suède continue à monter. Ils ont baissé leurs émissions locales, mais ils l'ont compensé par de l'impôt. Et en fait, le carbone, c'est juste incitatif. Vous augmentez les prix, mais ça ne vous empêche pas de les acheter. Et donc, les gros consommateurs continuent d'en acheter, continuent de faire les dépenses, et le résultat, c'est pas de résultat. Donc, c'est le problème de la taxe carbone qui est mis. Nous, on se pose comme l'anti-taxe carbone, en quelque sorte, puisque là, on donne aux citoyens, plus on apporte un revenu universel, un revenu de sobriété, qui n'est pas payé par l'État, mais qui est payé par les riches, quand ils ont besoin de suppléments. Maintenant, il faut que j'aille voir les questions qui sont posées. L'agriculture, on a beaucoup travaillé à l'agriculture. Alors, je pourrais vous faire connaître Christian, qui est producteur de fromage à Rocamadour, dans la région. Christian, quand il vous vend des fromages, c'est moins 100 grammes de carbone par fromage. Ah, donc il vous vend son fromage 2 euros, et moins 100 grammes de carbone, parce que c'est 150 chèvres brutes dans 45 hectares de taillis et de forêt. Ouais. Et si on prend l'absorption de CO2 de ces forêts par rapport à la production de fromage, il est négatif. Tout à l'heure, j'ai discuté avec, et j'ai acheté quelques légumes dans la MAP, parce qu'on est dans une salle là où il y a eu le marché de la MAP juste avant nous. Et donc, le maraîcher m'a expliqué qu'il absorbe plus de CO2 qu'il n'en consomme, parce qu'il est bio, il n'achète rien, il fait juste des graines, et il fait venir ses légumes, et ces légumes sont vendus, et donc il est en mesure de calculer le carbone qui sera dans ces légumes. Et une question sur l'agriculture. Il y a une autre question encore. Plus d'images. Oui. D'autres questions? Ici déjà, oui. Quelqu'un m'a dit qu'on n'avait pas entendu la question, c'est Pierre. La question, c'était sur quel était l'effet levier. Je crois que c'était sur le sujet. Hein. Oui, la question que tu as posée. Voilà. Donc, ce référendum que nous appelons, effectivement, c'est un référendum national. C'est bien le gouvernement qui doit le lancer. Et donc, quand la pétition que vous allez signer au niveau du Sénat, vous allez poser une question. Le président demande au gouvernement un débat qui amène au référendum. Et le référendum, on le propose en plusieurs questions emboîtées. Ce ne sera pas une question oui-non. Parce qu'une question oui-non, il y a toujours forcément une manipulation. Alors que là, on demande des questions emboîtées qui demandent si est-ce qu'on veut sortir du chaos climatique, est-ce qu'on veut que ça soit avec les émissions locales et les émissions importées, est-ce qu'on veut que tout le monde soit responsable,
Donc, on va poser des questions emboîtées comme ça pour amener à la question finale de qu'est-ce qu'on met en place. Donc, il y a un débatclimat.fr et quand vous êtes là-dessus, vous cliquez sur signer et vous serez amené dans le site du Sénat qui vous demandera votre numéro de France Connect. La plupart des personnes ont un code, un identifiant France Connect. Et c'est anonyme, il n'y a pas d'information. Nous, on ne reçoit aucune information. Et il y a l'engagement du Sénat que si on a 100 000 signatures, c'est énorme, ils vont porter le sujet au gouvernement. Monsieur ou Madame Lecourbe dit bien qu'on aurait dû avoir un référendum pour la retraite compte tenu de l'opinion. Donc, comment en avoir un sur le sujet carbone? C'est qu'on a un péril climatique, c'est qu'on a... Personne ne peut dire... Alors, ils ont réussi à essayer de démontrer pour la retraite qu'il fallait mettre plus d'argent, ce qui n'était pas forcément justifié. Mais là, pour le carbone, c'est évident qu'il faut qu'on passe de 610 millions de tonnes aujourd'hui à moins de 150 en 2050. Et ça, le GIEC le dit, le Haut Conseil pour le climat le dit, l'ADEME le dit aussi. Vous savez, l'ADEME a fait 4 scénarios, dont le plus efficace, c'est ce qu'on appelle le scénario frugal. Il y a aussi le scénario négawatt et les scénarios de, naturellement, virage énergie qui vont dans ce sens-là. Je blaguais avant qu'on démarre la réunion tout à l'heure en disant que nous, on veut apprendre aux gens la sobriété parce qu'ils vont prendre plaisir à développer d'autres façons de consommer qu'en ayant des choses énergétiques. Et donc, on peut estimer qu'on pourrait être en dessous des 480 TWh par an annoncés pour 2050 par négawatt dans son scénario le plus léger, le plus bas. Nous, on dit qu'on pourrait, puisqu'on aura appris à être sobre. Mais bon, c'est encore une autre... Alors, le carbone n'est pas le seul gaz à effet de serre, nous dit l'ami Pierre. Oui. Et une question juste après. Le carbone n'est pas le seul gaz à effet de serre. C'est quand même le majoritaire. 85% de l'effet de serre vient du carbone. Et à côté de ça, nous avons le méthane. Et le méthane est surtout produit malheureusement dans l'industrie, dans les bovins, par la digestion des bovins, et par la production de riz. On produit dans le monde plus de méthane à cause du riz qu'à cause des bovins. Parce que dans l'eau, il y a des micro-organismes anaérobies qui dégagent du méthane. Comme vous avez aussi dans le marais Poitevin, si vous évitez le marais Poitevin, vous mettez le briquet sur la surface et hop, vous avez du méthane qui sort. Et l'autre élément, c'est le protoxyde d'azote, qui est le troisième gaz très impactant et qui est quand même environ 1000 fois moins. Le micro est coupé. Je remets mon micro comme ça. Là, ça devrait parler dans la salle. Et j'ai la question de Charles à côté de moi. Est-ce que ça marche? Donc, si je n'ai pas tout dit à la fin, je parlais aussi de protoxyde d'azote, qui est le troisième gaz. Il y a donc un protocole de Kyoto qui a défini les équivalences des 3 gaz et ça permet d'avoir une répartition entre le CO2 mondial et le CO2 équivalent mondial. Je donne les 2 chiffres. Le CO2 mondial est de 40 milliards de tonnes par an actuellement et le CO2 équivalent est de 51 milliards. Donc, vous faites le rapport entre 51 et 40 et vous avez le rapport entre les équivalents et le CO2 tout seul. Mais le CO2 reste quand même la majeure partie. Ça marche comme ça? Et oui, et ça va, Pierre, c'était la réponse? Donc, on passe à la question de Charles. Oui, la question c'est quelle administration sera-t-elle suffisamment efficace pour comptabiliser, en sachant que sur les mécanismes de gestion de CO2 auparavant, il y a eu des fuites, il y a eu des trafics. Comment être sûr qu'une administration arrive à prendre en compte tous ces calculs sans qu'il y ait de risque de marché noir ou de mauvaise solution. Voilà. D'effondrement. Garantir effectivement la stabilité de ces mécanismes de... Oui. On peut demander si le public a bien entendu la question. Je vais peut-être redire la question qu'a posée Charles, si vous ne l'avez pas bien entendu. Bon, je la redis quand même en 2 mots. Il dit, est-ce que ça va être assez solide pour ne pas avoir de fraude ou d'effondrement? Quelle est l'administration qui pourra gérer ça?
Je vais faire la réponse et vous allez voir la question en même temps. C'est une des questions majeures du dispositif. Nous sommes tous assez intéressés, très intéressés par l'étude des communs qu'a fait la prix Nobel, la seule femme prix Nobel d'économie, Elinor Ostrom. Elle a démontré qu'il fallait avoir des organisations polycentriques avec donc différentes organisations, et le régional est tout à fait important et le local tout à fait important dans une démarche solide. Mais il faut aussi éviter qu'on confie des biens communs aux marchands ou aux fiscalistes. Donc, ça ne doit être ni Bercy, ni les banques ou entreprises. Et ça veut dire qu'on a un exemple en France qui a assez bien marché assez longtemps, c'est la Sécu. En 1945, il a été créé la Sécu de façon paritaire et indépendante. Et c'est la démarche que nous voulons suivre. Créer une agence carbone, même peut-être plus large, une Sécu du climat. On pourrait aller jusque-là. Et ce serait cette organisation-là dont on estime qu'il lui faudrait 30 000 agents pour couvrir l'ensemble des besoins. Et il faudrait une gouvernance extrêmement robuste pour qu'il n'y ait pas de fraude et qu'il n'y ait pas de perte en ligne. On peut rentrer dans les détails, par exemple, des importations. Actuellement, beaucoup de politiques disent qu'il n'y a qu'à mettre une taxe carbone aux frontières. Mais vous savez que c'est impossible. En tous les cas, à moins de 10 ans, c'est impossible parce qu'il faudrait revoir les règles de l'OMC. Et des négociations de l'OMC, ça prend des années et des années. Alors que dans le dispositif du compte carbone, c'est une valeur physique. C'est-à-dire que vous importez une tonne d'acier, c'est 2 tonnes de CO2. C'est tout. Mais il n'y a pas de valeur monétaire. Et donc, ça ne va pas contre les règles de l'OMC. Donc, ce qu'on propose, c'est que pour l'importation… Une taxe carbone qui va être imposée aux frontières de l'Europe. Elle ne sera pas. Ah ben, c'est des annonces, mais vous allez voir. Ils n'y arriveront pas. Parce que c'est… Pascal Lamy, patron de l'OMC, l'ancien patron de l'OMC, nous a dit mais c'est de l'annonce pour calmer le monde. Mais c'est quasiment impossible d'arriver à ce genre de frontières. En plus, vous avez peut-être vu qu'ils annoncent que le carbone serait… L'acier, par exemple, serait taxé, mais que la voiture faite au Maroc avec de l'acier venant de Turquie ne serait pas taxée. Donc, il y a des incohérences dans le dispositif qui font que c'est des effets d'annonce qui ne sont pas… Alors, comprenez que dans le compte carbone, c'est uniquement des contenus physiques. Et ça passe par la mise à jour de la nomenclature douanière. Toutes les entreprises savent ça. C'est qu'on a, pour l'Europe, une nomenclature douanière. Tous les produits sont référencés en matière de qualité, de contenu, de poids, etc. Et donc, on rajoute le contenu carbone dans la nomenclature douanière. Par exemple, pour la voiture faite au Maroc, vous connaissez le contenu carbone. Non, c'est ce qui est annoncé par l'Union européenne, c'est qu'elle ne serait pas taxée en carbone parce qu'elle est produit fini. Ce serait que les matières premières qui seraient taxées. Il y a un truc bizarre comme ça, mais je ne sais pas le dire. Donc, la question est de savoir est-ce qu'on aura assez de fiabilité sur les contenus carbone des différents produits. Alors, nous, on s'appuie sur la notion de filière. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une bonne connaissance, il faut que, comme dans la TVA, qu'on rajoute les éléments au fur et à mesure de leur production. Mais on part bien à un moment de la matière première. Et cette matière première, après, elle va être complétée de l'énergie pour le travail, l'énergie pour la transformation, ou les apports de différents éléments plastiques, d'emballage, etc. C'est vrai qu'on a des valeurs par produit. Le plastique a 2,4 kg de CO2 par kilo, le bois local 36 grammes, la batterie 13 kg par kilo, le verre 0,9 kg de CO2 par kilo, l'acier 2 kg de CO2 par kilo d'acier. Mais l'alu, par exemple, 7 kg de CO2 par kilo d'alu. Donc, on connaît les produits de base. Après, il y a des entreprises, Vallourec était très intéressé, maintenant ils sont en difficulté économique, mais ils étaient très intéressés en 2020 de notre démarche parce qu'ils proposaient un acier bas carbone qu'ils n'arrivaient pas à vendre parce qu'il n'y avait pas de stimulation pour ça. Donc, vous avez raison que la question de contenu carbone est quelque chose de très important, mais il va falloir qu'on mette en place toute la filière de succession des factures. Et nos collègues de Carbone sur facture ou aussi Gilles qui travaille sur la question avec les shifters de la facturation du carbone sont tout à fait importants. Et donc, ce jeudi en 8, on aura la maison Tout-Value qui va nous expliquer comment ils font pour faire la comptabilité analytique du carbone. Et on aura aussi Carbo ou Hello Carbo qui fait le suivi individuel.
si vous voulez savoir où vous en êtes, vous pouvez confier votre compte bancaire, enfin, le relevé bancaire à des entreprises comme Greenly ou Hello Carbo qui font le suivi approximatif de semaine en semaine de ce que vous consommez en matière de carbone. Parce qu'ils savent dire avec les banques si vous avez si vous avez payé de l'argent pour de l'essence ou pour Biocop ou pour Super U ou pour d'autres types de magasins. C'est une bonne question. Vas-y, je vais redire la question aussi. On a eu une deuxième. Ouais. Qui fixera le prix de cet échange Alors, entre les particuliers, entre les particuliers? on estime que ça va démarrer à 100 € la tonne, c'est-à-dire 10 centimes le kilo. Ça, ce serait un prix de base. On peut l'imposer au départ, parce qu'on ne le sait pas au départ. Et c'est en gros le prix industriel. Mais assez vite, ça va monter à 200, 400, 1000 € la tonne, c'est-à-dire 1 € le kilo. C'est-à-dire qu'un pantalon à 23 kilos, il va vous coûter 23 € de plus si vous êtes en manque, si vous devez racheter les kilos de carbone pour l'acheter. C'est l'évolution, c'est-à-dire qu'il va y avoir rareté. On va créer de la rareté de 6% de moins par an. Et donc, forcément, ceux qui en auront besoin, ils vont voir l'offre diminuer par rapport à leur demande et le prix va monter. Et c'est les ajustements régionaux, oui. Alors, on laisse, pour l'instant, on n'a pas encore défini tout le détail, parce qu'on veut un débat national. Mais nous, on estime assez rigolo qu'il y ait un prix régional et que les régions, entre elles, voient leurs différences. Alors, avec un mécanisme de compensation, comme on fait des compensations au niveau des budgets nationaux, de l'aide aux régions. Mais ça serait intéressant de voir quelle région a son carbone qui monte le plus vite, parce que ça sera la plus vertueuse. C'est là que les personnes n'auront pas trop revendu et il y aura de la demande qui va faire monter le prix. Donc, plus le carbone sera élevé dans une région, plus elle va être considérée comme intéressante pour le climat. Bon, c'est une possibilité. Donc, la fixation, c'était la question qui m'était posée. Comment sera fixé le prix d'échange du carbone? Eh bien, c'est l'effet d'ajustement entre l'offre et la demande. Bien évidemment, on encouragera les plus sobres à ne pas revendre parce qu'on accélère la descente carbone si on ne revend pas. On en met moins en circulation, quoi. Donc, ça fait monter le prix et ça le rend plus… Il est bien possible aussi que les riches décarbonent plus vite que les autres. Parce que déjà, ils ont commencé à acheter des voitures électriques, les pompes à chaleur, des dispositifs qui font peut-être des évolutions assez rapides. En tous les cas, ce qu'on veut, c'est que 100% des consommateurs soient soumis à cette règle des 6% de moins. Ça veut dire qu'on rend l'ensemble. Parce qu'actuellement, on est à peu près 10% des consommateurs français à faire des efforts, à suivre Yuka, à suivre nos consommations et à dire on fait des efforts. Mais tant qu'il n'y a que 10%, les fabricants ne font pas de réaction. Alors qu'il y a 6 à 100% des consommateurs qui réduisent, qui sont sensibles à l'effet carbone, ça oblige les producteurs et les fabricants à revoir leur production. On a une phrase fétiche, celle de Coluche. On est entre nous, de là, on a tous connu Coluche, peut-être pas trop, mais qui disait « si personne n'en achetait, ça ne se vendrait pas ». Ben, c'est la règle de base. Alors, j'ai plein de questions. Philippe nous dit quoi? Alors, le compte carbone pour les entreprises, il y a une question. Il n'y a pas de valeur monétaire pour les entreprises. Les entreprises, elles font des factures en euros dans lesquelles elles présentent les kilos de carbone de ces produits. Mais il n'y a pas de valeur. Et c'est normal, c'est une grandeur physique, le carbone. Ce n'est pas la peine de mettre de la valeur là-dessus et de faire des truandages sur le sujet. Non, elles doivent juste être équilibrées. Et donc, les comptables travaillent avec nous sur le sujet. Il y a la comptabilité générale. Il y a à côté de ça une petite comptabilité qu'on appellera le registre carbone, en partie simple, pas en partie double, qui permettra d'avoir le suivi. Et j'en parlais tout à l'heure au maraîcher, il aura son cahier. Ou alors, les entreprises auront des logiciels ou des tableaux Excel pour mettre tout ce qui rentre d'un côté et tout ce qui sort de l'autre. Il faudra trouver l'équilibrage et les commissaires aux comptes carbone vont devoir présenter à l'agence carbone ou à la Sécu du climat l'équilibre des entreprises comme actuellement on le fait pour les bilans comptables. Donc, il n'y a pas de valeur pour répondre à la question. C'est quoi le carbone qui rentre et le carbone qui sort? Eh bien, le fabricant de voitures, il va acheter de l'acier
Et là, il a des factures de carbone sur les factures d'euro d'acier, il a des factures sur les composants, il a des factures sur les pneus, il a des factures là-dessus. Donc, il va avoir toutes ces factures de carbone d'un côté, dans son registre, en négatif, on pourrait dire, et il devra mettre en positif ce qu'il a vendu avec les bagnoles. Le fabricant de vêtements, il va mettre son tissu d'un côté, en négatif, et puis les prix de vente et les éléments de vente de l'autre côté. On a fait intervenir en notre dernier colloque de décembre la patronne de l'entreprise Mustela qui fait des produits cosmétiques et des laits pour bébés. Eh bien, elle a déjà commencé à calculer son contenu carbone, de tout ce qu'elle a dans son bilan carbone en le répartissant sur ses produits. Et donc, elle équilibre. Une question. C'est une comptabilité analogue de celle de la TVA. Alors, c'est un suivi similaire à la TVA parce qu'il y a une circularité de l'information, mais la comptabilité est analogue à celle d'une comptabilité matière. Par exemple, les paysans, on en a parlé tout à l'heure dans les questions, les paysans font déjà leur comptabilité matière pour la PAC, par exemple. Ils sont obligés de faire ça. Et donc, c'est une extension. Et c'est on a un grand mouvement en France. Il y a déjà plus que 1000 entreprises qui se déclarent des entreprises à mission, dont le patron, Emery Jacquilla, est le patron de la CAMIF. Il nous a reçus dans un colloque en expliquant que c'était la bonne voie pour arriver à faire une mise en œuvre rapide d'une décarbonation. En plus, beaucoup d'entreprises sont déjà assez vertueuses et ça serait une façon de reconnaître leurs vertus que de les montrer en avance par rapport aux autres. Et les autres vont suivre. Les entreprises auraient vraiment intérêt à frauder, à baisser systématiquement leur contenu carbone. Alors, une bonne question sur le risque de fraude par les entreprises. Mais en fait, c'est ceinture et bretelles, parce qu'elles doivent aussi présenter un équilibre de fin d'année de leur registre carbone. Donc, si par hasard, elles ne mettent pas assez de carbone à leurs clients pour dire « je vais avoir un avantage concurrentiel », eh bien, elles n'auront pas assez de carbone pour alimenter leurs fournisseurs. Elles ne vont pas recevoir assez en positif. Elles auront un bilan carbone déséquilibré, un registre carbone déséquilibré. Et donc, c'est une façon de tenir le système que d'avoir un équilibre dans l'entreprise en même temps que l'équilibre national et mondial. Est-ce qu'il y a des risques de fraude avec les exportations et importations? Oui, il y a des risques. Mais ça, il va falloir que justement l'agence carbone, qui est centrale, organise bien ça. Un viticulteur qui fait 100 000 bouteilles, il en vend 50 000 en France. En gros, une bouteille, c'est 1 kg de CO2, c'est facile pour en parler. Donc, il récupère ces 50 000 kg de CO2 de ses clients français. Il a 50 000 qui partent à l'étranger. Marché américain, marché chinois, enfin bref. Et donc, comment il va récupérer, s'il n'y a que la France qui fait le compte carbone la première année, comment il va récupérer son carbone pour payer ses fournisseurs? Eh bien, l'agence carbone est là pour alimenter, pour mettre en positif du carbone dans le registre de cette entreprise exportatrice. Alors que celle qui importe des produits, elle mettra en négatif des éléments dans son registre et on peut dire que ce sont contrôlés par l'agence carbone, c'est des éléments qui seraient, on pourrait dire, abondés dans la caisse nationale de l'agence carbone. Enfin bon, il faut imaginer comment ça va se gérer au niveau de l'ensemble de l'import-export. Mais ça demande du suivi. Alors, il y a aussi pour les particuliers qui voudraient faire leur plein en Espagne ou au Luxembourg, il faut un suivi également de la méthode du ticket d'autoroute perdu. Vous connaissez les méthodes du ticket d'autoroute perdu? Enfin, maintenant, en compagnie en électronique, c'est bien plus difficile. Mais la règle, c'était que si vous allez de Angers à Paris et que vous avez perdu votre ticket en arrivant à Paris, on vous fait payer de Nantes à Paris. Parce qu'on vous fait payer le tarif le plus long. Et donc, comme on saura très facilement dire qu'un particulier a dépensé de l'argent avec sa carte bancaire à l'étranger, il faut qu'il le déclare, sinon on lui impute 5 kg de carbone par euro. Mais une règle de documentation, il peut apporter l'information comme quoi il a été acheter des vêtements. Et à ce moment-là, il pourra dire en gros les vêtements, il y aura des valeurs moyennes des vêtements. Comment ça se met en place aussi la première année? C'est difficile parce que les entreprises n'auront pas fait leur facture entre elles. Donc, on estime que la première année, l'étiquetage se fera avec des valeurs approchées de l'ADEME. Vous savez, la grande organisation française, l'ADEME, a des valeurs pour quasiment tous les produits, mais ce sont des valeurs approchées, moyennes. Et donc, dès que les fabricants et fournisseurs sauront mettre les valeurs,
ils mettront les valeurs réelles plutôt que les valeurs approchées. Et si l'équilibre n'est pas atteint, me dit Philippe M, eh bien, on peut, c'est une question en ligne, hein, on peut mettre en évidence des faillites carbone. Quand quelqu'un n'a pas vendu assez cher ses produits compte tenu de ce qu'il avait acheté pour les faire, à la fin, il tombe en faillite. C'est bien ça la règle. Il n'a plus d'argent. L'entreprise n'a plus d'argent. Et bien là, l'entreprise qui n'a plus de carbone, elle est en faillite carbone. Donc, elle a une obligation. C'était pour ça que je disais ceinture et bretelle tout à l'heure. Elle a une obligation de faire venir du carbone dans son compte. Sinon, elle ne peut pas payer ses fournisseurs. Un report des carbones une année sur l'autre, nous dit Gilles. Alors, c'est encore une question en débat. Mais vous savez, il faut qu'on passe de 610 millions de tonnes aujourd'hui à 150 millions en 2053. Eh bien, ça va être dur. Et donc, on ne peut pas se permettre il faut accélérer la descente carbone et on ne peut pas se permettre de laisser faire de la spéculation sur le carbone. Et donc, on a estimé, dans la première règle de démarche, on donne 9000 kilos par an, moins 6%, etc. Mais puisqu'on renouvelle chaque année, ce que vous n'avez pas consommé en fin d'année, vous ne pouvez pas le stocker. C'est-à-dire que la première année, vous avez 9000, la deuxième année, vous avez 8600, et la troisième année, vous avez 8002. Eh bien, voilà. Mais vous ne pouvez pas garder d'une année sur l'autre. C'est la règle qu'on a définie. Peut-être ça peut être contesté, mais pour l'instant, on n'a pas de raison de contester ça. Et par le fait qu'on n'a pas de stockage, il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas d'officine intermédiaire, parce que si vous commencez à laisser faire de la spéculation, vous aurez des cabinets qui vont vous dire ah, « moi, je peux te placer ton carbone, tu vas voir, il va prendre de la valeur ». Non, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut le faire disparaître. Qu'est-ce qu'il y a encore? Charles, une question? Le fait que chaque acheteur, consommateur va acheter avec des éléments carbone sur des choses de la vie quotidienne, enfin sur tous ces achats, est-ce qu'il y a un risque de traçage au niveau d'un individu et après ça, de vente, non pas du carbone, mais de vente de l'information sur le carbone, avec le risque, effectivement, comme effectivement sur Internet, on va vendre les informations de Pierre, Paul et Jacques. Est-ce qu'il y a un risque là-dessus? Alors là, vous trouverez dans nos sites web aussi toute une question là-dessus. Alors, il y a des foires aux questions sur les deux sites. Est-ce qu'il n'y a pas une perte de confidentialité, quoi? Oui. Une perte de… Alors, c'est pour ça qu'on aura un mode de transfert des points carbone entre les particuliers et les commerçants qui sera différencié. Le plus simple, ça sera la carte bancaire. Donc, vous avez 2-3 cartes bancaires, vous avez 2 ou 3 banques particulières dans votre famille, et bien vous définissez ces cartes-là comme transporteurs de points carbone dans ce que vous allez dépenser. Mais si vous voulez payer en espèces, vous arrivez, vous payez 40 € votre pantalon, et le commerçant, il dit, mais moi, j'ai besoin des 22 kg de CO2 pour mon fournisseur. Et donc, de cette façon-là, on veut tester 2 possibilités. Une carte spécifique qui permet de payer le carbone en plus des espèces que vous donnez. Et donc ça, il y a des spécialistes informatiques qui nous disent qu'ils feraient ça avec des blockchains. Moi, je ne suis pas très favorable, mais on peut voir ce qui serait possible de faire pour suivre le compte. Il y a aussi une autre possibilité qui est liée aux anciennes cartes téléphoniques prépayées. C'est-à-dire que depuis votre ordinateur, vous allez pouvoir enregistrer sur une carte anonyme 100 kg de carbone et que vous allez pouvoir présenter à votre commerçant. Ils seront déduits de votre… Alors, c'est limité à 100 kg parce que ça serait un risque de fraude, ça. C'est-à-dire que si vous mettez 1000 kg d'un coup sur votre carte, la carte peut être volée ou vous pouvez la donner à quelqu'un d'autre, ça serait anonyme. Donc, il y a des risques de perte de ça. Mais il faut tout mettre en œuvre pour que la confidentialité soit absolue. Oui. Sauf pour les banques. Alors, quand vous faites un paiement avec les banques, vous le savez, Mastercard et Visa, qui sont des entreprises américaines, savent tout de vous. Bon. Mais si vous voulez payer en espèces, ça sera possible aussi. Je vous apporte plus d'informations techniques. On n'a pas voulu en mettre trop dans le compte carbone.cc parce que ça peut être fatigant. Dans le agencecarbone.fr, il est également traduit en espagnol, anglais, allemand, suédois.
et toutes les langues possibles d'Europe qui pourraient t'intéresser. Et justement, cet après-midi, je disais à Charles, on avait une réunion avec des collègues de Barcelone, Londres, Dublin, Berlin, Amsterdam et Valencia, qui travaillent aussi. Et les Belges sont en train de prendre en compte le compte carbone avec un des partis politiques là-bas qui s'appelle le CDH, qui est devenu maintenant les Engagés, et qui annonce aussi l'intégration possible du compte carbone. Nous avons aussi, dans nos alliés, ils font un site assez sympa. Dans l'enregistrement, il y aura toute la partie des informations que je mets sur le côté. Non, c'est allocation carbone. Donc, allocationclimat.fr est aussi une structure qui est issue des shifters. Est-ce qu'il y a des shifters dans l'équipe là? Oui, Gilles est shifter. Et encore, à Nantes, nous avons Pascal Richier, qui est au conseil d'administration des shifters il y a quelque temps, et qui est toujours shifter de base. Et vous savez peut-être que la prochaine grande réunion des shifters se fera à Nantes le 17-18 juin. Il y aura des shifters de toute la France, du monde entier, parce qu'il y a aussi des Suisses et des Belges qui viennent. Toute la francophonie sera là, et c'est un point important. Alors, par exemple, le Shift Project, Jean Covici, trouve l'idée intéressante, mais ne l'a pas validée. Et les shifters ont décidé de ne pas le mettre dans le parcours général des shifters, parce que ça vient contredire un peu certaines autres informations qu'ils ont. Enfin, ils n'étaient pas mûrs. Au niveau politique, on a un suivi par les écologistes. On a Delphine Bateau qui en parle assez bien. Et puis, mon député de Bressuire est un macroniste pure souche, mais il adore cette méthode-là et il en parle assez souvent. Il s'appelle Jean-Marie Fievé. C'est maintenant député Renaissance. C'est ça qu'il s'appelle. Il y avait aussi Jean-Noël Barrot qui avait été intéressé il y a quelques temps avant de devenir ministre. Maintenant, je n'ai pas reparlé depuis qu'il est ministre. C'est assez difficile de mobiliser les politiques. Une question de Charles. Mais on est très centré sur le carbone et l'énergie. On a évoqué les autres enjeux écologiques. Comment est-ce que le compte carbone peut prendre en compte, est-ce qu'il y aura une passerelle sur les questions de biodiversité? Est-ce qu'on est uniquement carbone ou est-ce qu'on essaye de voir plus large sur les enjeux écologiques? Oui, merci de me rappeler cette question. On est très, très sensible à la question et de l'eau d'abord. Vous savez, je suis en Deux-Sèvres, donc ça vous dit, et de la biodiversité. Et on a un chapitre spécial dans les questions-réponses qu'on met dans le site sur la question de la biodiversité. Bien évidemment, la biodiversité, si par exemple, vous avez un milliardaire qui vient à l'agence carbone et qui dit « j'ai planté 100 hectares de forêt, donc 100 hectares de forêt, ça me fait 50 tonnes de CO2 par an. Est-ce que je peux avoir le crédit de 50 tonnes de CO2 par an ?» Et l'agence carbone devra déléguer un spécialiste des forêts pour dire est-ce que c'est bien de la forêt primaire diversifiée? Parce que si c'est 100 hectares de pin Douglas, zéro. Donc, il y aura dans l'agence carbone une vérification de l'aspect de biodiversité. La question de l'eau est tout à fait importante aussi. Je pense qu'il faudrait un combat presque simultané sur l'eau par rapport au carbone. Nous, on estime que le climat, c'est vraiment majeur. Quand on aura vraiment pris le pli d'avancer dans la question du climat, peut-être que le reste va suivre. Mais il faudrait sûrement mettre en place aussi une protection de l'alimentation en eau. Il y a des solutions simples. Interdire le maïs. À quoi sert le maïs? Pas grand-chose, sauf à l'export ou à l'alimentation de bétail en cage. Mais il faut du courage pour le faire. Je reviendrai au mois de juin parce que mon prochain roman évoque la question. J'ai fait un roman politique sur la question de la démocratie. Parce que je crois qu'hier soir ou avant-hier soir, on a fait le point de la fin du présidentialisme, non? Enfin, je ne vais pas rentrer dans. Bref, j'ai donc un livre qui va sortir en juin qui s'appelle Satis pour annoncer qu'il est possible d'avoir un pays sans élus, uniquement des citoyens tirés au sort. Et donc, nous tous, entre citoyens, on peut toujours se débrouiller. Mais il faut l'organiser. Il faut qu'il y ait des commissions de citoyens qui s'enchevêtrent, qui se contrôlent, qui se mettent toujours avec les citoyens. Et les hommes et les femmes, en Paris. Ils ne sont pas venus ce soir, les femmes.
Pardon. En ligne, on a Christine. Excuse-moi, Christine. Pardon. Question de détail. Est-ce que c'est un quota individuel? Donc, par exemple, pour un ménage, un couple, il y a donc 2 quotas et les enfants. Bonne question. Et c'est pour ça que l'écoféminisme est tout à fait soutien du compte carbone. Ça donne de la puissance aux femmes, c'est sûr. C'est plus seulement l'homme qui a du carbone, c'est aussi la femme et c'est aussi les enfants. Mais il est quand même proposé que dans un foyer fiscal, on puisse grouper les différents quotas pour en faire un quota global. Mais sauf si il y a demande, enfin, ils le font comme ils veulent, quoi. Ils s'organisent comme ils veulent. On pense aussi qu'il serait difficile de renouveler la dotation au 1er janvier, parce qu'il va y avoir une grosse course de décembre sur comment on finit l'année, puis après la réaffectation en janvier, un boulot énorme pour l'agence carbone. Donc on se propose que la dotation soit renouvelée à la date anniversaire. Donc ça répartit sur tout l'ensemble du temps. Et de cette façon, dans la famille, si vous êtes 4 dans la famille, les dates anniversaires font qu'il n'y a pas de crise majeure dans l'année. Vous avez peut-être un moment un petit peu plus difficile, mais vous allez faire des économies après. Une autre question des ménages. Par exemple, un couple qui habite à 40 km de Nantes et qui travaille, dont les 2 travaillent sur Nantes, donc qui viennent en voiture, etc. Oui. Même avec des petits salaires, ils vont pas avoir beaucoup d'excédents de carbone. Comment on fait? Très bonne question de Jean-Charles. Les trajets domicile-travail. Ça, c'est un des sujets qui est difficile parce que toute la société nous a poussés à aller habiter loin de notre travail. C'était trop facile avec l'essence gratuite, l'essence pas chère. Eh bien, aujourd'hui, c'est plus possible, ça. Donc, on propose que, même si c'est de l'effet individuel, le transport domicile-travail, on propose qu'il soit couvert à 50% par l'entreprise et 50% par le particulier, qu'il y ait un partage de responsabilité. C'est-à-dire qu'on puisse de réduction, le télétravail, pour ceux qui peuvent, qui ont des métiers qui s'appliquent. Ce n'est pas toujours tout le monde. Hein. J'ai vu là, hier une entreprise qui disait on arrête complètement le télétravail parce qu'il y a des différenciations entre les différents métiers. Il y a des métiers qui peuvent et des métiers qui ne peuvent pas. Et ça crée des bisbilles entre les gens. Donc, on est obligé de les arrêter. Il faut qu'on puisse organiser autrement. Et si c'est pour le climat, peut-être que ça peut se faire, d'arriver à organiser l'affaire. Est-ce que j'ai bien répondu en disant qu'on partagerait de 50-50, mais qu'on encouragerait aussi les transports collectifs, qu'on encouragerait aussi le rapprochement du travail? Il y a un effet sur l'immobilier. Hein. Il faudrait qu'on trouve un moyen d'avoir un habitat qui se rapproche du travail. Quoi. Est-ce qu'on ne peut pas, dans le même état d'esprit, pour justement les problèmes de la mobilité rurale essentiellement, remettre une vignette, comme on avait la vignette des vieux à une certaine époque, mais ce coup-ci sous forme d'un bonus-malus. Et par exemple, une voiture à 500 kg aurait une vignette neutre, toutes les voitures au-dessus de 500 kg auraient une vignette progressive, par exemple, et en dessous de 500 kg, eh bien, on touche une somme pour pouvoir rouler. Ce qui veut dire que les gens qui veulent rouler très vite, ça leur coûterait très cher, et ceux qui ont juste besoin de se déplacer lentement, tant pis s'ils se déplacent à 60 ou 50 km/h, les autres font la queue derrière, mais ça permettrait de rétablir un peu la circulation pour un coût modeste, même pour l'État. Oui, bonne proposition. Donc, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais une proposition de faire une différenciation des moyens de transport selon qu'ils sont économes ou pas économes, avec des taxations ou des malus. Bonus-malus plutôt que taxation. Et ça passe par l'État, le bonus-malus, par un autre organisme. Un ajusteur régional pour le bonus plus des moyens de transport. Oui, c'est un moyen parce qu'il va falloir accompagner. Donc, en fait, si on déclenche un dispositif comme le compte carbone, dont sur le principe, ça paraît simple, mais derrière, il y a un tas de questions techniques. Et vous avez bien raison dans l'invitation de dire le diable se cache dans les détails et il va y avoir tout à bien régler, à bien faire travailler. Donc, une gouvernance robuste pour le dispositif et des dispositifs qui vont simplifier ou améliorer. Pour le montage du compte carbone, on a
travaillé pendant 9 semaines avec Pierre Calam et 50 intervenants et 400 personnes en Zoom, toujours comme on est ce soir, dans ce qu'on a appelé les Assises du climat pendant 9 semaines, de février à avril 2021. Et là, on a vu beaucoup d'éléments et on a retiré 5 critères pour l'efficacité des dispositifs climatiques. Le premier critère, c'est qu'on prenne en compte et les responsabilités locales et d'importation. C'est-à-dire qu'on prenne tout en compte. Parce que vous savez peut-être que la France se gargarise, a raison, d'avoir réduit nos émissions de gaz à effet de serre à 400 millions de tonnes, alors qu'on était à 450 autrefois. Donc 400 millions de tonnes, ce n'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on compte les importations, on est à 610 millions de tonnes. Mais quand on compte que 400, forcément, quand l'Union européenne vous dit on va baisser de 55%, ce sont les émissions européennes, ce n'est pas l'importation. Et donc, il faut quand même prendre en compte l'ensemble. Donc, première règle, il faut qu'on prenne l'ensemble, sinon le monde ne pourra pas surtager. Quand j'ai dit qu'appelez-vous les suites, ça y est, ça passe pour tout le monde, qu'appelez-vous les suites des assises du climat, c'est cette description qui est faite ici, dans le lien que je vous ai donné tout à l'heure, qui s'appelle débatclimat.fr, qui est à partir d'aujourd'hui, on fait une pétition pour ça. Donc, premièrement, compter toutes les causes. Deuxièmement, garantir la réduction annuelle de 6%. Troisièmement, susciter la justice sociale. Cette justice sociale qu'on évoquait tout à l'heure, que les riches vont payer pour les pauvres. Quatrièmement, impliquer tous les acteurs, dont les services publics et les entreprises. Ah oui, comment on va impliquer les services publics? Parce que les entreprises, vous avez compris, leur étiquetage va faire qu'ils vont être amenés à réduire. Les services publics, je vous en parle juste après. Et le cinquième élément, c'est de privilégier les voies de moindre contrainte. Faisons simple plutôt que compliqué. Si on peut trouver des choses simples, autant les faire simples. Si vous voulez faire circuler ça, je fais circuler aux personnes dans la salle le relevé mensuel que chacun recevra lors du compte carbone que nous aurons. Le relevé mensuel qui dira ce qu'on a consommé pour le transport, pour la maison, pour l'alimentation, pour le vêtement, etc. Et donc, vous aurez le relevé mensuel de vos points de carbone du mois. Mais en plus, il va y avoir le relevé mensuel des 125 kilos de CO2 qui vous sont imputés dans le mois par personne pour les services généraux d'administration et services publics. 125 kilos qui se répartissent en 14 kilos pour l'éducation et l'enseignement, 5 kilos pour la recherche, et en bas, ça finit par les 17 kilos pour les hôpitaux. Le plus fort, que vous allez peut-être le voir sur votre fiche, c'est la défense à 35 kilos. En fait, on va demander, en affichant ça à toutes les administrations, pour tout le monde, on va faire en sorte de rendre visibles les choses, on les fait se réduire. C'est-à-dire que le ministre qui est chargé des affaires sociales, il va dire « Ah ben oui, il faut quand même que je réduise ça ». Le ministre qui est… Les départements et les communes qui voient l'affichage de leur taux de CO2 vont devoir faire aussi des efforts. Donc, on estime que toutes les organisations devraient faire 6% de moins par an, puisque c'est la règle pour les citoyens, autant que ce soit pour les entreprises aussi. Donc, on estime qu'en faisant l'affichage des contenus carbone de toutes les organisations, on va le faire baisser. Bien sûr, il ne faudra pas faire baisser trop l'école, les hôpitaux, peut-être même l'armée. Cette année, on parle de l'armée qui augmente. Et bon, c'était les éléments. Le partage d'écran, vous le voyez encore parce que ici, c'est donc la partie débat climat. Pour une loi nationale d'action climat, c'est ce que vous voyez peut-être sur l'écran, et qui montre comment on propose de monter un grand débat pour lequel il nous faut 100 000 signatures en ce début 2023. Quand vous serez sur le site, il faut cliquer partout où vous voyez signer, vous cliquez là-dessus, et ça vous amène à la pétition. Interpellez vos députés, vos sénateurs, vos élus locaux et signez la pétition. Et c'est lancé par Pierre Calam, dont vous voyez le visage. Valérie Cohen, c'est notre coordinatrice des alliés du compte carbone. Et puis moi, qui préside Escape Job, qui est en dessous. Et donc, vous pouvez aussi inviter un ami ou cliquer. Et naturellement, en allant cliquer comme ça, vous tombez sur le site
du Sénat, proposition de loi renforçant la politique. Nous ne sommes depuis aujourd'hui que 14 à avoir signé. Donc ce soir, nous serons 20 avec vous, là, 25. Et donc là, il y a l'annonce des différentes organisations qui ont appuyé cette demande. Voilà, pour ce que j'avais à montrer pour ce partage. J'arrête le partage. Est-ce que vous êtes en mesure d'y aller par vous-même? D'autres questions? Donc, il y a des régions, les départements et communes. Enfin, Oui, c'est en gros la comptabilité nationale de ces éléments-là. Comment calcule-t-on l'empreinte carbone? Facture, ce qui rentre. Du jour où vous aurez toutes les factures de tous les fournisseurs, forcément, ce sera plus facile. Aujourd'hui, on manque de factures. C'est pas encore développé, mais on a vraiment une transparence qui va se mettre en place avec cette. Oh, ça c'est un peu figé, non, c'est bon. C'est parce que nous sommes en 4G. Hein. Est-ce que donc actuellement il se fait des bilans carbone? Vous savez que la loi française impose à toute entreprise de plus de 250 personnes et à toute administration de plus de 250 personnes de publier son bilan carbone tous les 3 ans. Malheureusement, 65% préfèrent payer l'amende. Parce que si vous ne publiez pas, vous payez l'amende. Et donc, c'est trop facile. Les gens ne publient pas. Mais, par contre, il y a beaucoup de grandes entreprises intéressantes qui ont des bonnes... Ouest France, par exemple, dit très précisément. D'ailleurs, ils se sont engagés, comme Sud-Ouest, les premiers journaux à s'engager pour le climat. Les entreprises des Deux-Sèvres, comme la CAMIF, comme la MAIF également, sont les entreprises qui poussent également cette question. Bonne question que je vais résumer parce que peut-être vous ne l'entendez pas très bien parce que c'est le micro de mon ordinateur qui… Alors, la question c'est, est-ce que ce n'est pas dangereux de faire porter l'effort aux citoyens? C'est perçu. Est-ce que ce n'est pas un risque de mal percevoir? Je vous ai copié la copie d'écran, enfin l'écran que je vous avais signalé tout à l'heure du compte carbone. Et sur la partie FAQ, la foire aux questions, hein, vous voyez là beaucoup de questions qui sont posées en dessous, mais en haut, vous avez pour qui les efforts. Et ça, c'est à Pierre Calam qu'on a fait lire comment on peut empêcher… Ah ben, c'est un document Word. Vous n'allez pas le voir. Non, vous ne le voyez pas, ouais. Pardon. J'arrête le partage. Et je reprends le partage du document Word que vous ne voyez pas. Le compte carbone semble faire porter l'effort uniquement sur les citoyens, mais quid des entreprises? Et donc, effectivement, on est en train de duper les entreprises. Parce que si vous commencez à dire on va mettre une contrainte de plus aux entreprises, vous allez voir un tas de lobbies qui se mettent en marche. Ici, on dit aux entreprises, et finalement, il n'y a pas d'effort à faire, juste le compte de ce que vous faites. Par contre, aux citoyens, vous voyez, c'est eux qui vont faire des efforts parce qu'ils vont réduire de 6% chaque année. Mais en réalité, les efforts, c'est les entreprises qui vont les faire. Parce que l'étiquetage, parce que l'obligation de réduire leur contenu carbone qui va être soumis par les consommateurs. C'est-à-dire qu'on amène les consommateurs à imposer aux entreprises la décarbonation. Et c'est un peu un effet de double bande qu'on met en œuvre, parce que si on commence par vouloir faire uniquement sur les entreprises, eh bien, d'une part, on déresponsabilise les citoyens et on aura une levée de bouclier, tout le monde va se grouper, vous savez, il y a les syndicats d'entreprise qui sont très très forts et qui empêcheront d'avancer. Alors que là, on avance doucement, on dit aux entreprises, pas de problème, pour vous, il n'y a pas de problème, c'est juste l'étiquetage qu'on fait faire. Et voilà, c'était pour répondre. Donc, de toute façon, l'effort qu'on fait sur les personnes, c'est vrai que pour les très riches, ça va faire des gros efforts. Mais pour des gens modestes, l'effort, il viendra progressivement parce que notre consommation, elle est en dessous de la moyenne actuellement. Donc, ouais, mais enfin, avec la baisse de 6%. 6%, il viendra. Donc, on va s'y préparer, quoi. On va s'adapter. Mais progressivement, les produits qui seront en rayon auront un étiquetage carbone un peu inférieur. Donc, c'est ce qu'on veut viser, quoi.
Donc, je vous recommande toute cette information qui est dans le site web sur lequel il y a des questions. Vas-y, Charles. Apparemment, l'Angleterre, il y a 1 ou 2 décennies, avait commencé à mettre en place une notion de rationnement. Est-ce que ça se rapproche du compte carbone? Bonne question qui a été mise en œuvre. Donc, les travaillistes, sous le gouvernement de Brown, avec le ministre Miliband, ont mis en œuvre ce qu'ils appelaient la carte carbone. Et elle a été stoppée par le retour des conservateurs au pouvoir qui ont fait travailler des bureaux d'études et des cabinets de conseil pour démontrer que ça ne marcherait pas. En fait, ils avaient prévu quand même trop petit parce qu'ils avaient mis dans le système que les consommations de carburant et de combustible. Et donc, il n'y avait pas l'ensemble des consommations. Comme nous, on dit, le carbone, il est partout. Il est dans l'alimentation, dans le vêtement, dans tout ce qu'on a. Donc, il faut qu'on compte tout. Et puis, il y a eu aussi des essais par territoire qui amenaient à ce que les gens aillent acheter leur essence dans le territoire d'à côté. Et donc, ça ne fonctionnait pas non plus à cause de ça. Mais aujourd'hui, ils ont du mal à le relancer parce que quand un dispositif a été abandonné, après, pour le relancer, c'est encore plus dur. J'étais cet après-midi avec les responsables des mouvements comme nous en Angleterre. Il y a eu une étude faite par une sociologue de Lille qui s'appelle Mathilde Schuba, qui a travaillé sur la question des Anglais. Elle a quand même une position un peu politique, et donc c'est difficile elle n'a jamais encore devenu alliée du compte carbone, parce qu'elle estime qu'on ne devrait pas donner la possibilité aux riches d'avoir des surplus. Or, comment faire? Quand ils auront consommé leur budget carbone, il va y avoir une bronca, il va y avoir des gilets dorés, quoi. Ça va être impossible à tenir, quoi. Donc, on ne peut pas faire mourir les gens de faim. C'est pour ça que dans le dispositif, il y a la possibilité d'échange. Ne serait-ce qu'informatif. La question, c'est est-ce qu'on peut le mettre en place par tranche? Est-ce qu'on pourrait démarrer par une démarche uniquement d'information et puis, dans le deuxième temps, de faire ensuite le comptage dans les budgets des personnes? C'est vrai qu'on a pris ça aussi comme hypothèse et on a des partenaires comme Carbone sur facture, Outils Carbone, qui sont plutôt axés sur cette démarche-là, de dire on va pousser uniquement les entreprises à faire l'étiquetage de leurs produits et que tous les magasins aient un double étiquetage, comme on a eu pendant quelques temps avec l'euro et le franc. On avait les étiquettes doubles, hein, et là, on aurait l'étiquette en euros et 1 kilo de carbone. Donc ça, c'est techniquement possible. La difficulté qu'on voit, c'est que les entreprises sont toujours réticentes à changer leur façon de faire. Et si on ne leur donne pas une bonne raison que s'ils ne font pas l'étiquetage, ils vont disparaître, parce que si les clients ne les achètent plus à cause de mauvais étiquetage, à ce moment-là, c'est un risque pour elles. Donc, si on fait que de l'information, regardez la difficulté qu'on a eue pour le Nutri-Score. Il y a combien d'entreprises qui le font? Maintenant, il y a peut-être 40%, mais c'est vraiment, il a fallu 5 ans pour qu'il y ait 40%. Les citoyens de diminuer de 6% leur consommation carbone par an. C'est ça le principe. Oui. Alors, concrètement, comment on peut arriver à conscientiser l'ensemble des citoyens? Oui. Ça, c'est une première question. Et 100%. pour qu'ils aillent, chacun, aille dans cette démarche massivement, sachant que moi, l'expérience que j'ai sur aujourd'hui les gestes, les éco-gestes qu'on fait. Alizé, c'est l'association qui, au niveau du Pays de Loire, organise des défis famille à énergie positive. Très bien. Et dans les défis famille à énergie positive, il y a effectivement un gain considérable assez concret de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations d'énergie aussi, qui est au moins de 10%. C'est en gros, c'est ça. Mais sachant que ça ne touche le défi famille à énergie positive, les moyens qui sont mis en place aujourd'hui ne touchent que 0,1% de la population des Pays de Loire. Ça, c'est un chiffre totalement arbitraire que je viens de donner. Oui, d'accord. Mais ça reste très, très marginal. C'est marginal. Donc, la question, c'est ça, c'est comment arriver à mobiliser un maximum, une totalité de la population, une grande partie de la population majeure, à rentrer dans ce système. Moi, je pose la question autrement. Comment on peut les amener à voter dans le référendum pour ce système? Parce qu'à partir du moment où il y a référendum et mise en œuvre, donc on annonce, vous avez vu dans la fiche, récit du compte carbone, 1er janvier 2025. Donc là, on fait notre référendum maintenant,
dans les mois qui viennent. Et il nous faut 8 à 15 mois pour le mettre en œuvre en 2 étapes. En 2 étapes, la première année avec uniquement des valeurs approchées dans l'étiquetage, et la deuxième année, c'est les valeurs des entreprises qui sont les vrais fournisseurs qui sont mises en œuvre. Et donc ça, c'est une des voies. L'autre voie, ça serait peut-être de faire seulement l'étiquetage et de faire le comptage que l'année suivante, possible aussi. Pour répondre à Denis, je pense qu'il y a dans le compte carbone, si on arrive à l'expliquer, quelque chose d'assez simple au niveau du consommateur ou d'une famille. On a parlé du Nutri-Score, on parle effectivement de l'étiquetage bio. Pour les gens qui cherchent à faire des choses par rapport au climat ou sur l'écologie en général, mais qui ne vont pas tous rentrer dans un scénario virage, négawatt ou tout ça, il peut y avoir un côté pratique qui se fait tous les jours de l'année dans le fait de se dire « je choisis quelque chose de moindre carbone ». Là, ça peut être un mode d'action pour des individus qui ne sont pas forcément dans une association, qui ne sont pas dans une grande démarche, mais qui se disent « là, j'ai un petit levier pour faire quelque chose ». Alors, ils ne vont pas tous se mettre à changer de voiture, ils ne vont pas tous faire la rénovation de leur logement, mais ils peuvent commencer par des gestes individuels sur des achats qui seraient étiquetés carbone, peut-être de mettre en route une certaine machinerie, quoi. Ouais. J'essaye d'être positif, quoi, mais… Pour la question qui nous est posée maintenant, est-ce que ce n'est pas plutôt du niveau européen qu'il faudrait le lancer? Et donc, j'ai mis en ligne le lien CEQUIC comme coordination européenne pour les quotas individuels de carbone. CEQUIC. Coordination européenne, c'est-à-dire que pourquoi on le ferait pays par pays? C'est parce qu'il y a des différenciations importantes entre ces pays. Je vais partager l'écran à nouveau. Partager, où est-ce qu'il est le partage? Oh là là, on s'y perd, hein. Pardon, excusez-moi. Partager. Vous allez voir une belle forêt. Ça va arriver. Bienvenue à l'Europe des comptes carbone. C'était la question qui était posée. Pourquoi on le fait plutôt avec la France? Pourquoi on ne le fait pas avec tous les pays? Eh bien, je vais vous donner un schéma qui est assez caractéristique. C'est que les différents pays européens ont des empreintes carbone climatiques différentes, très différentes. Les Allemands doublent de la Slovaquie. Et quand on a fait nos assises du climat, on a eu le directeur du climat pour le Conseil de l'Union européenne, le Conseil des ministres, qui nous a dit, moi je suis slovaque, et dans notre pays, on n'acceptera jamais, où ils sont la Slovaquie, ils sont en dessous de la France, et on n'acceptera jamais d'avoir les mêmes choses que les Allemands. Et donc, on propose qu'il y ait, en plus, l'avantage de la comptabilité nationale, le périmètre de comptabilité nationale, on sait ce qui rentre et ce qui sort au niveau fisc, au niveau des paiements bancaires, par exemple. Et donc ça, on peut le suivre, mais on propose qu'il y ait une coordination européenne. C'est-à-dire que les différentes bourses européennes, les différentes agences carbone européennes se développent de façon simultanée. Et cet après-midi, on a pris des contacts avec la Bulgarie. Vous voyez, les Bulgares, ils sont là. Et il y avait aussi les Irlandais. Alors, les Irlandais, ils sont… Bon, vous irez le voir direct, c'est plus facile à voir. On nous pose souvent la question de pourquoi le Luxembourg est comme ça. Vous avez vu, le Luxembourg est vraiment un pays à part. Mais c'est parce que le Luxembourg, ils sont comme la France. Vous savez, je vous ai dit, en France, on a des disparités. Et 10% plus riches, 25 000 kilos au lieu de nous, 5 000. Eh bien, le Luxembourg, c'est qu'il n'y a que des riches. Il n'y a pas de pauvres dans ce pauvre pays. Et on a eu la ministre de l'énergie du Luxembourg qui est venue à nos assises du climat. Elle nous a dit, mais nous, on ne sait pas comment faire autrement. C'est qu'on n'a que des riches dans notre pays. On n'a pas importé des pauvres. En fait, si, ils ont des travailleurs frontaliers, quoi. Mais bon, c'est la règle du pays. Et ils se préoccupent aussi de revenir à la barre centrale, de trouver la moyenne. Et ils sont sûrement dans les premiers à le mettre en place aussi pour limiter leur empreinte. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question que oui, c'est intéressant de prévoir l'Europe, puis le monde. Vous trouverez également dans le site web l'atlas des 72 pays émetteurs, surémetteurs, de quel taux de réduction on devrait mettre en place dans le pays. Nous, la France, 6% par an, ça va, y arrive, l'équilibre 3. Et, les Américains, à 2,5 fois la France, il faut leur mettre quel taux de réduction pour y arriver?
Et bien, au lieu de 6, c'est 9% de moins. Bon, c'est pas si énorme. Et les Allemands, c'est seulement 7% de moins par an. Alors que les Bulgares, ce serait 4% de moins par an. Donc, chaque pays aurait son propre taux de réduction, vous voyez. Et quand on sera tous les Européens assez proches du même niveau, c'est-à-dire qu'on sera peut-être tous aux environs de 5 tonnes environ, là, on pourra mettre une agence carbone européenne en place. Et puis, imaginons, en 2040, on sera tous les pays occidentaux aux environs de 3 tonnes, et il y aura des pays en voie de développement qui seront à 1 tonne. Actuellement, ils sont plutôt à 0,5 tonnes par personne. Eh bien, on va peut-être faire à ce moment-là un équilibrage entre les pays africains et sud-américains et les pays occidentaux. Donc, voilà, il faut bien sûr viser la réduction mondiale des gaz à effet de serre. Est-ce que j'ai répondu à la question du périmètre? Oui, Il serait dangereux de le faire que pour la France, parce que nous sommes considérés par les autres pays européens comme des privilégiés par le nucléaire, ou même des marchands de nucléaire, certains disent. Ah, ils veulent encore nous placer leur nucléaire. Et donc, c'est intéressant qu'il y ait des pays comme l'Espagne et la Bulgarie qui viennent en même temps que nous pour montrer qu'il y a d'autres, que tout le monde est concerné, quoi. Qu'est-ce que j'avais comme papier? Je m'amuse. Attends, je vais revenir. On voit encore. Hein. Je m'amuse dans les TGV à demander au contrôleur si je peux aller inviter les gens à la buvette. Ils sont en général d'accord qu'on fasse venir du monde dans les comment on appelle ça? C'est pas les buvettes, c'est le wagon-restaurant. Parce que je leur dis, je vais leur donner leurs 700 kilos de CO2 du mois. Effectivement, je sors mon enveloppe avec les 700 kilos. Et sur les 700 kilos, je fais l'information comme quoi, quand vous achetez un téléphone, c'est 50 kilos de CO2. Quand vous achetez un sweatshirt, c'est 27 kilos, etc. Je pourrais vous en donner. Et quand vous allez au salon de coiffure, c'est 2 kilos de CO2 parce que le coiffeur ou la coiffeuse a forcément utilisé des matériaux, des énergies, etc. Et donc, les gens sont tous contents de discuter de ça. Et sur l'autre côté de l'enveloppe, j'ai mis les 9 règles simples. Donc, on est quelques-uns dans l'équipe du pont de carbone à mobiliser des gens qui sont dans les trains. Ils sont déjà un peu mobilisés dans les trains. Par contre, on n'arrive pas à contacter ceux qui sont dans les bagnoles. Mais ça, c'est... Est-ce que j'avais d'autres documents à vous remettre? Non, s'il y en a qui veulent un livre, j'ai un petit livre qui s'appelle Compter. J'avais organisé en auto-édition parce que c'était pendant le Covid, donc il n'y avait pas de possibilité d'édition. L'explication du compte carbone, mais aussi, il y a un chapitre, le 4e, qui dit 2050, on l'a échappé belle. Donc, j'ai essayé de décrire le monde en 2050 qui aurait pu survivre. Et j'en profite pour dire que j'ai été copié après par BFM TV. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? BFM TV a fait un film le 14 novembre dernier, toute une soirée, où ils se sont grimés en 2050, en disant en 2050, qu'est-ce qui se passe? On voyait Fabrice Toussaint, qui était cheveux blancs, barbe blanche, et qui disait, on a eu de la chance parce qu'il s'est installé le permis carbone, et grâce à ça, on a pu sauver l'humanité. Et ça s'est fait simplement par un référendum qui a décidé de le lancer. Premier scénario. Deuxième scénario, on n'a pas fait le référendum et on est tous cramés. Et donc, c'était une petite vidéo que vous trouverez également sur le site web. Donc, une bonne remarque de Gilles Wallis qui dit « Il faudra persuader certains qu'il suffit de faire payer les riches pour arriver à réduire. » En fait, ce n'est pas de faire payer, hein, parce que les riches ne vont peut-être pas tellement payer, on ne sait pas. Hein, peut-être qu'ils vont trouver le moyen de décarboner par eux-mêmes leur bilan. Et en fait, c'est tous ensemble qui va s'installer la mise en œuvre de ça. Mais la démonstration, elle est faite par un de nos conférenciers qui s'appelle Com Girchik. Il dit, on part en randonnée et on se rend compte, au bout de 3 heures de marche, qu'on a oublié les casse-croûtes. Merde, qu'est-ce qu'on va faire? On a oublié les casse-croûtes. On est parti pour 3 jours et il y en a un qui a un paquet de gâteaux, des petits lus. Et on n'a que ça à manger pour 3 jours. Mais comment on fait? Eh bien, on partage. On fait un rationnement en quelque sorte. Et donc, on sait déjà faire tout ça. C'est-à-dire que une ressource limitée,
on est capable de s'organiser pour partager entre nous équitablement. Donc, c'est un peu la base du compte carbone, hein, d'arriver à réduire de cette façon. Virage énergie. Ah oui, alors, je l'ai dit qu'avec ça, on va apprendre aux citoyens français, européens et mondiaux la sobriété. C'est-à-dire qu'on va mettre notre luxe, notre envie de nous montrer, notre envie de nous dépasser sur autre chose que des choses carbonées ou des choses énergétiques. Et on va peut-être, moi je prends toujours la base des 5 sens. Tout ce qui favorise les 5 sens, ça ne coûte rien en énergie, mais c'est tout ce qui est la musique, tout ce qui est donc l'audition, tout ce qui est gustatif, tout ce qui est le toucher, on va pouvoir se rendre compte de choses intéressantes. Eh bien, peut-être que cette sobriété-là, elle va aussi nous réduire. Le scénario de Negawatt et de vous à 480 TWh par an en 2050, nous, on dit on devrait être à 400. On devrait y arriver. Bien sûr, à ce moment-là, ça va encourager les énergies renouvelables locales. Hein. Ça va encourager les autoproductions. Donc, Christine a fait une remarque sur l'autoproduction. Effectivement, c'est très juste. Tout ce qui sera du jardin, ça sera de la consommation sans carbone. Alors, elle dit que ce n'est pas très juste pour ceux qui n'ont pas de jardin, parce que locataires ont un logement collectif. Oui, mais il faut le reconnaître, mais il y a aussi des possibilités de jardins ouvriers à la périphérie des villes qu'il faudra peut-être encourager. On peut l'organiser, ça. S'il y a une demande, quoi. Hein, il y a peut-être ce problème de lissage des dépenses. Si on achète une voiture neuve, on explose son budget carbone. Non. Parce que vous n'allez pas pouvoir tout payer de l'année. Je vais vous mettre ça. Donc, la question qui est posée à ma droite, c'est que pour des chantiers de réglementation, est-ce que pour les grosses dépenses, on va pouvoir faire un étalement? On appelle ça justement l'étalement. FR/étalement. Donc, j'envoie le lien de réponse avant de l'aborder ici. Donc, on a proposé une feuille de calcul d'étalement. Sur le site web complémentaire de l'Agence Carbone. Donc, on a un principe de facilité de feuille de calcul d'étalement. Donc, on prévoit qu'on ferait réduire l'obligation de rendu annuel de 6% par an, puisque votre capacité de paiement de votre étalement serait limitée de 6% chaque année. Donc, de cette façon, on peut calculer l'élément de ça. Je pourrais faire vous pouvez cliquer sur la feuille de calcul d'étalement justement pour ça. Donc, par exemple, une voiture, on va la faire durer sur 15 ans pour une voiture thermique et sur 10 ans pour une voiture électrique, parce qu'il y a apparemment une différenciation. Pour un achat de logement neuf, on estime à 100 ans la durée de vie normale d'un bâtiment, d'une maison ou d'un logement. Pour un vélo, par exemple, vous serez encouragé à prendre un vélo qui dure plutôt 10 ans qu'un vélo qui dure plutôt 2 ans. Donc, la durée de vie, on va calculer la durée d'étalement sur la durée de vie des produits. Donc, ça va encourager aussi à avoir des produits qui soient de longue durée de vie. Donc, il devrait y avoir l'étiquetage également de la durée de vie des équipements. Ça serait demandé lorsque vous faites un étalement, oui. Donc ouais, il faudra l'afficher. Progressivement. Mon interlocuteur juste en face, de l'autre côté de la salle. Donc, la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même que les citoyens qui sont concernés pour une partie soient insuffisamment sûrs d'aboutir, quoi. Moi, je retourne la question autrement. Ce n'est pas l'action de réduire qu'on va faire aux gens, c'est prendre le référendum. Est-ce que dans le référendum, vous allez
encourager, valider un dispositif comme ça. C'est ça le point clé. Parce que tant qu'il n'y aura pas eu un référendum, que la majorité des Français n'aura pas donné ça, vous aurez toujours un risque qu'après on revienne en arrière. Et vous savez, on va sûrement, il y a des risques, on a eu Trump ou Bolsonaro, on a des risques de changement de gouvernement. Et donc le fait d'avoir un référendum qui donne une ligne pour les 30 ans, hein, ça serait sûrement ça le point qui serait le plus puissant. Et donc, le référendum à 52%, il y aura toujours des gens, donc j'entends la question de Gilles, qui dit il y aura des gens qui vont contester le fait qu'il y a 48% des gens qui sont contre. Ben, non, dans un système démocratique, 52% pour quelque chose qui n'est pas ni méchant ni violent, hein, c'est juste une prise en compte du maintien de la planète habitable. C'est ça l'objectif. C'est pour nos enfants. Ça. Enfin, je pense qu'il faudra quand même plusieurs années de préparation de l'opinion avant d'avoir un référendum qui fonctionne. 52%. Oui. Oui. Pardon. Tu étais prêt à dire que tu validais ou pas? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de faire avancer la notion de rationnement. Oui, c'est bien de base. On a commencé à utiliser le mot sobriété maintenant, alors que Négawatt l'emploie depuis 20 ans. Je pense qu'il faut annoncer le fait qu'on va rationner les éléments communs qu'il faut partager en France et sur l'ensemble de l'humanité. Ça va à l'encontre, effectivement, des dynamiques de consommation qu'on a actuellement. Donc, la notion de rationnement à travers le compte carbone me semble importante à faire passer dans l'opinion publique. Très bien. Et dans le tour de table, j'entends que la gouvernance est un point qui serait… Donc, Christine Noblet dit que c'est positif, même enthousiasmant, mais que la gouvernance laisse perplexe. Donc, il faut bien travailler sur le sujet. Je pense qu'il y a des éléments comme le marché intérieur de carbone et la concurrence carbone pour les entreprises qui peuvent faciliter les choses parce que ça s'inscrit un peu dans le système économique actuel. Ça pourrait plus facilement s'insérer que excuse-moi Charles, que de parler d'emblée de rationnement. Très franchement, le mot rationnement ne plaît pas trop, hein, c'est sûr. Ah oui, mais moi, Pour la communication, est-ce que vous pensez, je vous ai distribué ce papier de Ouest France, là. Dire qu'on va faire un revenu de sobriété, est-ce que ça peut être un point d'attaque pour intéresser les gens en disant vous allez gagner de l'argent? Bon, c'est un peu trompeur quand même parce qu'ils ne vont pas gagner longtemps. Hein. Non, ça va disparaître. Moi, j'imagine plutôt une grosse action de communication. Si j'y gagnais le loto, si j'y jouais, de faire une action de communication qui dirait vite une sécu du climat. Parce que la question de la sécurité, c'est quand même quelque chose que vous, autour de table tout à l'heure, de la peur que ça nous fait. Une sécu du climat qui n'aurait pas forcément que le compte carbone, qui aurait peut-être d'autres solutions, qui aurait peut-être aussi de l'aide à l'isolation, à la mobilité douce, pardon, à d'autres encore dispositifs. Waouh, caméra est revenue. Peut-être que ça peut être le moyen de communiquer. C'est pas évident hein, de trouver la bonne communication. Vous aurez vu la pétition que nous faisons avec le Sénat. C'est pas simple non plus d'arriver à mobiliser les gens pour demander à signer. Je compte sur vous ce soir pour le faire. On retournera un email à tout le monde, Charles? oui, dans un réseau avec info, on a une centaine de personnes. Je vais vous envoyer de l'information complémentaire de ce que je vous ai dit. Là, c'est mes coordonnées. Je ne vais peut-être pas donner à tout le monde. Pour me relancer. Et puis, donc, si vous avez eu tout à l'heure le petit papier pour les entreprises, là, si vous avez des entreprises près de vous, n'hésitez pas à leur dire que oui, il faut quand même un peu de moyens pour lancer une communication. Nous, on est tous des retraités bénévoles, mais on a quelques jeunes quand même dans l'affaire. Il faut les couvrir. Oui, pardon. Bien, on va peut-être conclure. Hein. Donc, en fait, cette conférence, cette réunion débat a été enregistrée et se retrouvera prochainement sur notre chaîne YouTube pour que les gens qui n'ont pas pu venir assister à cette réunion puissent profiter de la chose. Enfin bon, c'était très intéressant et ça pose beaucoup de questions, mais ce sont des pistes quand même intéressantes pour l'avenir.
On va rajouter les Voilà. films dans le Ouais, les films aussi, d'accord. petit film. Donc, le deuxième film que vous n'avez pas vu non plus, se passe en magasin. Donc, pour montrer comment ça pourrait se passer en magasin. Parce que la question, l'expérimentation qu'on veut faire, si vous êtes conseiller municipal ou vous êtes dans une ville particulière comme Nantes ou ailleurs, on recherche à faire une expérimentation de terrain. Donc, on a fait une proposition à Lyon, on en a fait une à des conseillers municipaux de Paris. Et actuellement, j'attends la réponse des subventions, des petites subventions que va donner la Maïf, qui nous assure par ailleurs. On leur a fait une proposition d'expérimentation en Deux-Sèvres cette fois, avec la monnaie locale. Est-ce que vous avez de la monnaie locale à Nantes? Il y a un truc municipal, il y a un pays de règles. Peut-être un peu. Par contre, il y a des régions comme au Pays Basque, le Chco, par exemple, il a un très gros succès. Et les gens utilisent autant le Chco que l'euro. Ils sont un petit peu aussi... c'est des régions avec des langages particuliers comme la Bretagne, ils ont tout de suite un esprit régional. Donc, le compte carbone va très bien avec la monnaie locale. On a aussi des économistes comme Gisèle Coupé-Soubeyran, qui est la grande économiste de la création monétaire. Elle dit que pour s'en sortir de nos difficultés qu'on peut avoir, comme le font les Américains n'arrêtent pas de faire de la création monétaire. Avec l'euro, on peut aussi faire de la création. Merci Jean-Claude, merci Charles. Merci Armel. Déplacé de Lorient. Alors non, moi je suis les Deux-Sèvres. J'ai fait une conférence récemment à Lorient, c'est pour ça qu'il y a eu. Puis j'ai un prénom breton, alors ça. Bien, bien, bien. Didier, alors, oui. Et Didier Gérard, il est encore là, mais on n'avait pas eu l'occasion de discuter encore. On se voit souvent on peut dire un mot aussi dans la fois en question. On s'est posé la question de qu'est-ce qui coûte le plus de carbone entre la crémation et le caveau. Bizarrement, ce n'est pas la crémation, c'est le caveau qui est plus carboné à cause du béton dans les études. Ouais. Mais il y a encore mieux, il y a l'humusation. Vous connaissez ça, l'humusation? Et donc, Didier Gérard en est un des correspondants pour Nantes, de savoir qu'il y a un mouvement pour faire admettre que demain, on peut se faire enterrer et se faire